Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler moto. On va revenir sur le Grand Prix des États-Unis du côté de Austin, au Texas. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette course du côté du circuit des Amériques. On va voir un petit peu qui a bien performé, le bilan des Bleus, top flop, les différents classements au championnat en fin de vidéo. Et puis voilà, la note du Grand Prix également. N'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à aller voir la description où vous retrouvez les différents classements des différentes courses de week-end. Elles sont aussi ensuite affichées à l'écran, mais vous pouvez les voir à ce moment-là. Et n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur ce week-end. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, moto et F1. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Voilà, ça c'est vraiment bien. Toutes les notifications, c'est encore mieux. Si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks pour soutenir la chaîne. Je remercie tous les gens qui le font. Et puis, vous pouvez aller voir également EPS 2.0, un épisode sur le titre de champion du monde de Jacques Villeneuve est en ligne notamment. Un épisode sur le Dakar aussi. C'est sur Google, sur Amazon, sur Spotify, sur Deezer. Et puis n'hésitez pas également à aller voir TikTok, le débrief notamment de la course sprint. Là j'ai pas fait de débrief de la course longue, mais j'ai fait un débrief juste à l'arrivée de la course sprint en 2-3 minutes. Voilà le résumé un petit peu de ce qui s'est passé. Ce Grand Prix des États-Unis, eh bien un week-end sur un circuit qui est toujours exigeant, avec un week-end où on a eu des conditions très différentes. Entre le vendredi et le dimanche, avec une journée du samedi extrêmement chaude, mais où le matin il y avait encore de l'humidité sur le circuit, notamment lors de la séance de free practice, comme il faut l'appeler maintenant, du samedi matin, qui est un petit peu difficile avec des patchs d'humidité, et puis une piste qui était vraiment extrêmement chaude. L'après-midi, c'était vraiment dur physiquement. Certains pilotes ont eu du mal, notamment Johan Zarco. Et puis par contre, le dimanche, il faisait beau, mais un peu plus frais. Et puis la journée du vendredi, il faisait plutôt très frais pour un week-end du côté d'Austin. Un circuit toujours exigeant parce que même s'il y a moins de bosses, il reste quand même pas mal de bosses sur la piste. Et puis pour vous dire que ça a été un week-end exigeant, hein, beaucoup de chutes, beaucoup de matériel cassé sur ce week-end. On n'a pas vraiment eu de contact, on n'a pas vraiment eu de grosses bagarres dans le peloton. Par contre, on a eu pas mal de chutes qui ont entraîné des rebondissements sur le week-end. Et puis c'était dommage également, hein, sur cette piste, il y avait moins de monde que pour la Formule 1. C'est vrai que pour la Formule 1, les derniers Grands Prix qu'on a eu à Austin, c'était complètement blindé. Pour la moto, je vais pas dire que c'était vide, mais c'était quand même moins rempli que pour la F1. Ça c'est toujours dommageable parce que bon, voilà, c'est quand même un gros événement sportif, me semble-t-il. Et c'est vrai que la MotoGP, qui a fait énormément recette à une époque, hein, et où il y avait beaucoup de pilotes américains aussi, c'est vrai qu'on a un peu du mal à retrouver de l'intérêt des États-Unis, alors que les États-Unis étaient un des pays majeurs des grands prix moto dans les années 80. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui en 2023. La note du Grand Prix, moi j'ai mis 8 sur 20. J'ai mis 8 sur 20. Alors oui, il y a eu des chutes, il y a eu des rebondissements pendant ce week-end. Mais c'est un circuit où on a rarement du spectacle, c'est-à-dire qu'il y a souvent des écarts qui se font naturellement. Là par exemple, quand on voit les trois premiers, enfin leur rythme était... Enfin voilà, Quartararo pouvait parvenir sur Marini pouvait parvenir sur Alex Rins, il y avait quand même des gros écarts. En fait, la seule bagarre qu'on a eue, c'était la bagarre vraiment autour de Johan Zarco pendant le Grand Prix du dimanche. Le samedi, il n'y a vraiment pas eu tant de choses que ça en termes de bagarre. Et en plus, les bagarres n'ont pas été bien filmées parce que souvent le réalisateur les a ratés. Le réalisateur n'était pas très bon ce week-end. Et puis c'est pas un circuit qui me passionne forcément en termes de pilotage non plus. Je trouve que ça soit dans les jeux ou même à regarder en termes de pilotage, c'est pas le circuit je trouve le plus intéressant. Voilà. Et puis on a vu les limites aussi de la course sprint, c'est-à-dire que on était quand même bien parti pour avoir la même chose le samedi et le dimanche. Et ça c'est le souci, la course sprint ça marche sur certaines pistes, je l'ai dit en Formule 1, ça marche très bien notamment à Interlagos, ça marche
plutôt bien à Monza. Par contre, sur certaines pistes, bah, ça fonctionne pas des masses. Et là, j'ai peur que, par exemple, à Jerez, on n'est peut-être pas forcément des grands prix fous. Sur certains circuits très particuliers, je pense aux Sachsenring, on est peut-être deux courses qui se ressemblent. À Assen, on est peut-être deux courses qui se ressemblent. Donc ça, c'est un peu le souci de la course sprint à tous les week-ends de Grand Prix. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, eh bien, je commence avec ce week-end avec Fabio Quartararo. Il s'en sort encore bien en termes de points, déjà parce que bon, Bagnaia se plante et que pour l'instant tous les pilotes sont encore assez proches en termes de points au championnat du monde. Mais il s'en sort bien parce que c'est vrai que le dimanche, lui, il arrive à marquer des points. Ces samedis sont quand même beaucoup plus compliqués. Là, ça a été un week-end difficile parce que même s'il y avait un peu plus de rythme qu'en Argentine, la moto est vraiment pas évidente à piloter. On sent que le train arrière est très baladeur. Vraiment, il y a la roue arrière n'arrête pas de chasser dans tous les sens. Et il est obligé. Et en plus, il a toujours ce problème de vitesse de pointe. C'est-à-dire qu'il rend quand même entre 10 et 15 km/h par rapport au Ducati, par rapport aux Aprilia, par rapport un petit peu à tout le monde. Donc ça, c'est un vrai souci. Il a une moto qui est très difficile à piloter parce que je pense que c'est une moto pointue. Plus pointue que l'année dernière. Moins facile que l'année dernière. Et c'est vrai que ça a été un week-end où il s'en sort bien en termes de points, mais où il l'a très clairement dit, et j'espère qu'ils ne feront pas l'erreur chez Yamaha de croire que le podium fait que le week-end a été réussi. Non, le week-end n'est pas réussi pour Yamaha. Parce qu'on voit que Morbidelli, il était encore en retrait ce week-end, c'est vrai qu'il s'en était bien sorti en Argentine, là ça a été un peu plus compliqué, et on est aussi en délicatesse avec cette moto. Et Fabio, qui est le meneur, un petit peu le leader de cette équipe, il l'a dit très clairement après la course sprint, hein, avec ce matériel-là, on ne peut pas être champion du monde. Et c'est la vérité. Il est obligé de faire des prouesses, sauf que les prouesses, ça marche un tour, deux tours, ça marche pas trois tours. On voit très bien qu'avec cette moto-là, il n'arrive pas à attaquer. Dès qu'il essaye de cravacher un petit peu, au bout d'un tour et demi, deux tours, c'est fini. Et ça a été le cas dans la course sprint. Il a commencé à un peu augmenter son rythme, et tout de suite, il part dans tous les sens. Voilà, parce que la moto ne tient pas. C'est le problème qu'il a en qualification. Dès qu'il essaye de mettre du rythme, dès qu'il essaye d'aller plus vite, c'est compliqué. En plus, là, il n'a pas eu de chance, comme Johann Zarco. C'est qu'en qualification, ils se sont tapés les drapeaux jaunes au pire moment. Ça, après, c'est un peu les planètes qui s'alignent pas du tout en ce moment pour Fabio sur ses premiers week-ends de course. Mais je dirais qu'avec une moto qui pourtant semble vraiment pas la meilleure du plateau, avec une moto où c'est très difficile de piloter et de mettre en place son pilotage, je trouve qu'il fait quand même pas un mauvais début de saison d'un point de vue comptable. Après, c'est sûr qu'il aimerait être en tête du championnat du monde. Hein. Fabio Quartararo, il n'est pas là pour faire 5e ou 6e du championnat du monde. Lui, il est là pour la win, hein. C'est clair et net. Mais pour l'instant, avec le matériel qu'il a, si déjà il fait top 5, ça sera bien en fin de saison. Pour l'instant, il n'a pas le matériel qui lui permette de performer. Et il a du mal aussi sur les courses sprint. Alors, moi, vous savez que je ne suis pas un défenseur des courses sprint, mais on voit qu'il y a des pilotes qui ont plus de difficultés sur ces courses sprint où il faut énormément attaquer, où il faut prendre énormément de risques. Et il y a des pilotes qui préfèrent plutôt les courses un peu plus longues, de 40 minutes. Et c'est là où ça pose problème. Ces pilotes-là ont un peu plus de mal parce qu'il leur faut 2-3 tours pour se mettre dans le rythme et c'est parfois un peu plus compliqué. Mais Fabio, oui, le week-end est pas si mal, encore une fois, mais il va falloir travailler, il va falloir trouver des améliorations. Il n'y a pas d'amélioration aéro. Le niveau moteur, il y a toujours une perte de km/h et en plus, il a l'air d'être un petit peu pointu, c'est-à-dire qu'il a l'air d'être un petit peu brutal comme moteur. Donc t'as pas de vitesse de pointe, t'as un moteur qui est un peu brutal, t'as une moto qui a un train arrière qui est pas du tout, qui fonctionne pas bien du tout. Il va falloir trouver des solutions pour les grands prix à venir parce que sinon ça peut être une Bérésina cet été. Hein. S'ils trouvent pas les solutions et qu'en plus les adversaires continuent à améliorer les motos, ça peut être vraiment la Bérésina. Donc ça serait bien de trouver une solution pour Fabio Quartararo, mais aussi
pour Morbidelli, parce que Yamaha, ils sont pas là non plus pour faire quatrième du championnat des constructeurs et pour faire cinquième du championnat par équipe. Donc ça serait bien aussi de trouver des solutions parce qu'ils ont des ambitions et qu'on peut se poser des questions si ça continue à pas vraiment marcher avec une économie qui est instable. Ça pourrait peut-être donner des idées à Yamaha de se dire on se contente d'aller sur d'autres compétitions. Je rappelle qu'ils ont déjà arrêté leur programme Dakar. Ils avaient un programme officiel au Dakar, ils l'ont quasiment arrêté. Maintenant, en rallye raid, ils sont quasiment plus présents. Ils sont plus présents de manière officielle. Donc, il ne faudrait pas que ça arrive dans d'autres catégories. On continue avec Johan Zarco. La course est décevante pour Johan. La course est décevante. Le week-end partait bien vendredi, dans des conditions qui étaient fraîches, et puis il n'a pas réussi à trouver la solution le samedi dans des conditions changeantes. C'est un peu le problème de la saison de Johan, c'est qu'on sent que dès que les conditions changent un peu, sur le sec, je parle, parce que sur le mouillé, il a trouvé la solution, mais sur le sec, dès que les conditions sont un peu différentes, c'est-à-dire si la température est un peu plus élevée, si les températures pistes sont un peu différentes entre le vendredi et le samedi, on sent qu'il a beaucoup de mal le samedi. Alors la course sprint, ça le favorise pas non plus, parce que lui, il aime poser son rythme et il aime plutôt finir fort, ce que ne permet pas la course sprint. C'est un peu bourrino sa course sprint, faut attaquer à fond du début à la fin quasiment. Il y a moins de gestion de pneus, même si ce week-end encore il y avait quand même un petit peu de gestion de pneus parce qu'avec les températures qui étaient très très élevées, mais c'est quand même plutôt full attaque. Et c'est vrai que Johan Zarco, le week-end n'a pas été facile. Alors sur le Grand Prix, il profite des abandons le dimanche. Et puis c'est dommage parce qu'en plus il faisait un bon départ. Lui qui se ratassait souvent au départ, et en plus à Austin, si tu te rates au départ, tu peux perdre facilement 5-6 positions. Il avait pris un bon départ le samedi, mais il a vraiment pas de rythme le samedi. Le dimanche, il fait un peu moins bon départ, mais c'est quand même pas catastrophique. Il profite des abandons des autres pilotes, mais il finit 7ème. Quand tu vois le nombre d'abandons, je rappelle qu'il y a sur le Grand Prix du dimanche 12 pilotes qui ne tombent pas, en sachant que dans les 12 pilotes je compte Folger. Il n'y a que Morbidelli qui est derrière lui. C'est le moins bon des pilotes de tête, et ça c'est un petit peu dommageable. Il n'a jamais réussi à s'en sortir par rapport à Bezzecchi, et je pense que si Alex Espargaro aurait pu trouver la solution face à lui. Il a été quand même, en difficulté sur les deux courses. Et ça, c'est là où on voit que Johan, il n'est pas encore à l'aise avec cette machine. Il a plus de mal. L'année dernière, il était super bien avec la machine. Il était plutôt en osmose sur cette première partie de saison. Et là, il a beaucoup de mal. Alors peut-être parce qu'on fait maintenant une moto qui conviennent au style de Bagnaia, et peut-être que le style de Bagnaia est assez différent du style de Johan, mais il a beaucoup de mal, je trouve, depuis la moitié de la saison, depuis Hassan quasiment, à être performant avec cette machine. Et le début de saison 2023, il y a quand même, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Alors, il y a eu des hauts, ça c'est clair et net, mais il y a eu aussi quelques bas, parce qu'on ne trouve pas trop la solution pour le moment, et il va falloir travailler un petit peu là-dessus pour le pilote français, parce que c'est vrai que c'est dommageable de ne pas réussir à faire mieux pour le moment, alors qu'il y aurait quand même des possibilités de faire du bon boulot. Donc ça sera le travail à effectuer dans les semaines à venir pour Johan Zarco, c'est être plus à l'aise avec sa machine, parce que pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Et puis on termine avec Gaz. Folger, il a fait ce qu'il pouvait, mais quand t'as pas roulé en MotoGP depuis des mois, c'est quand même compliqué. Je crois que ça faisait 2 ans, 3 ans qu'il avait, voire plus, beaucoup plus, qu'il n'avait pas participé à une session de qualification notamment. Je sais plus c'était quoi la date, mais ils l'ont sorti sur Canal+, c'était énorme. Et quand t'es plus pilote à temps plein, parce qu'il faut rappeler que l'année dernière déjà il était pas pilote à temps plein, qui revient avec KTM, mais c'est quand même compliqué la carrière de Jonas Folger. Forcément, tu peux pas être dans le coup tout de suite. Contrairement à Bradl, et un Bradl, il a énormément roulé sur les 2-3 dernières années avec les problèmes physiques de Marquez. Contrairement à un Michele Pirro qui roule quand même de temps en temps et puis qui a des programmes en Italie.
notamment. C'est un pilote qui roulait, je sais, dans le championnat Superbike. Je pense qu'il continue toujours de le faire dans le championnat Superbike italien. Avec la Ducati, là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour Folger, il y a besoin de remettre en rythme, de se remettre dans le coup. Par contre, forcément ça va apporter énormément à KTM, parce que le fait que Jonas Folger roule, bah, ça va permettre d'apporter des informations, ça va permettre d'affiner également ce que ramènent les pilotes officiels, mais également Pedrosa. Et ça va permettre de partir peut-être sur des axes de travail du côté de chez KTM, même si la moto est bien meilleure que l'année dernière, mais on va pouvoir repartir sur des axes de travail et vraiment sur des bonnes choses. Donc c'est bien pour Jonas Folger, ça va le mettre dans le rythme. C'est sûr que là c'est compliqué. Après, on pourra quand même dire qu'il n'a pas fini à un tour. Voilà, il a réussi à rester dans le tour des leaders et à finir devant Brad Binder. Il s'en est même mieux sorti le dimanche, parce qu'il finit à 1,8 alors qu'il était à 46 secondes sur la course sprint. Donc ça a vraiment mieux marché pour lui le dimanche que le samedi. Donc ça montre qu'il y a un peu de progrès. C'est vrai que quand on a vu les sessions vendredi où il était à 7-8 secondes, on s'est dit « Waouh !» Ça va être compliqué pendant le week-end, mais voilà, il a réussi à trouver un petit peu du rythme. Et puis bon, il va peut-être faire encore quelques courses, parce que Paul Espargaro, il est sorti de l'hôpital, mais il est encore en phase de récupération et ça peut prendre beaucoup de temps vu la chute qu'il a eue du côté de Portimao. En passant, pour les fans de MotoGP, en endurance aussi, on a eu des petits soucis avec les graviers de Portimao. Ces graviers qui ressemblent à des cailloux, à des pierres. Ça a provoqué des soucis, notamment en Porsche Carrera Cup. On passe tout de suite au coureur au top. Les pilotes au top et les équipes au top. Et ben, je commence avec Alex Rins. Bah oui, c'est la belle histoire du week-end quand même, Alex Rins. Parce que préféré à Joan Mir chez Honda, ça a quand même pas été facile de revenir dans une équipe satellite. En plus, il va chez LCR. On sait qu'LCR, c'est pas forcément le meilleur team satellite. C'est pas forcément l'équipe qui a les meilleures opportunités de travail avec le team 1. Et c'est vrai que pour Rins, c'était un peu un retour en arrière après une période chez Suzuki, où c'est vrai qu'il avait fait du super boulot sa dernière année chez Suzuki. En plus, c'est pas comme si ça se déroulait en 2021, où il était un peu nulle part, ou en 2020, où il est dominé par Joan Mir. Ça arrive alors qu'il fait plutôt une très bonne saison 2022, Alex Rins, où il revient vraiment dans le match, avec pourtant une Suzuki où on sent que sur la dernière partie de saison, on n'évolue pas trop, on fait pas trop évoluer la moto. Vraiment pour Alex Rins, c'est vrai que cette arrivée chez LCR, c'était pas facile. En plus, avec une moto qui est très compliquée, la Honda. Et avec une Honda qui est pas facile dans un team satellite, vous avez moins d'ingénieurs, moins de personnel, donc ça aussi c'est pas forcément facile. Et là Alex Rins, il a fait un festival ce week-end. Et pourtant on voyait Lucio Cecchinello qui voulait pas y croire. C'est-à-dire pendant tout le week-end, Lucio Cecchinello, il dit non, c'est déjà bien une deuxième place en qualif. Voilà, c'est que le troisième Grand Prix avec la Honda. Faut surtout pas qu'il tombe. Voilà, c'était un peu le leitmotiv sur les deux courses. Il faut surtout pas tomber. Il fait deuxième vainqueur. C'est presque le week-end parfait pour Alex Rins. Troisième week-end avec la Honda. Alors certes, c'est un des rares pilotes qui avait gagné, autre que Marquez, sur ce circuit. Mais faire deux déjà de la course sprint, alors que c'est vraiment pas sa tasse de thé, les courses rapides, les courses courtes. Lui, c'est un pilote qui est performant dans la longueur. Et là, on l'a vu, notamment dimanche, il a un très gros rythme en fin de course. Alors oui, il profite de la chute de Bagnaia, ça c'est clair et net, mais de toute manière, il aurait fait des deux courses. Ça aurait été déjà formidable pour Alex Rins. Et puis, il avait un super rythme en fin de course. Je sais pas si Bagnaia aurait pu aurait pas été un petit peu sous pression en fin de Grand Prix, avec un écart qui serait réduit peut-être à 1 seconde 1, 1 seconde 2. Donc Rins, vraiment très très bon week-end. Moi je suis aussi content parce que c'est une victoire pour Lucio Cecchinello. Il a souvent tourné autour à une époque, Lucio Cecchinello, au niveau des victoires en Grand Prix. Et c'est un mec qui est super sympathique dans les paddocks, qui refuse jamais les interviews de la télévision.
Ça fait du bien voilà, de le voir gagner en MotoGP avec Honda. C'est pas simple hein, quand même, LCR. Surtout que les dernières années n'ont pas été faciles. Il n'y a pas eu énormément de très bons résultats à se mettre sous la dent. Il y a eu 1 ou 2 podiums voilà, avec du Marquez, avec des trucs comme ça, mais c'était pas dingue. Et voilà, ça fait plaisir. C'est vrai que Crutchlow avait gagné aussi, je crois me rappeler, avec cette moto, mais ça fait plaisir de le voir regagner. Alors peut-être que ça n'arrivera plus jusqu'au reste de la saison, peut-être que ça sera compliqué, mais ça fait plaisir. Et puis pour Rins, bah c'est bien. Et puis ça fait mal à 2 pilotes, ça fait mal à Nakagami, son équipier. Ça c'est clair et net, parce que Nakagami, bah, il se dit en 3 grands prix, il arrive à gagner. Moi je vais être quand même sous pression, surtout qu'encore une fois, Nakagami, cette deuxième machine, elle est importante pour les Japonais de chez Honda. La machine soutenue par Idemitsu, et puis on sait qu'il y a Ayogura qui pousse en Moto 2, hein, ça c'est indéniable. Donc Nakagami, il a sauvé sa place l'année dernière, mais il sait qu'il doit y avoir des gros résultats cette année, et pour le moment c'est pas le cas. Et en plus, il se fait dominer par son équipier. Et puis, ça fait mal pour Johan Mir. Parce que Johan Mir, qui est dans l'équipe 1 Honda, donc avait été un petit peu préféré à Rins, hein, très clairement. Johan Mir, et bah, il se retrouve très loin sur ce Grand Prix. Une chute, encore, et pas à l'aise sur la machine. Donc, c'est vrai que ça, il va y avoir des réflexions, je pense, chez Honda. Parce qu'on sait que Honda, il y a le fameux châssis HRC 2 fait par Kalex. Il y a une réflexion autour de châssis. Est-ce qu'on va pas se servir de Rins comme d'un metteur au point pour Marquez et pour Mir? Ça pourrait être une solution, ce qu'avait fait un petit peu l'année dernière Ducati avec Pramac. Il s'était servi un petit peu de Zarco en début de saison. C'était lui qui avait vraiment les dernières évolutions, et l'équipe Ducati officielle avait plutôt des machines hybrides. Ils attendaient que ça soit Pramac qui fasse ce boulot. Est-ce que ça va pas être l'idée? Ce qui serait très intéressant pour LCR aussi, de faire le travail du développement un petit peu, même si c'est pas dans l'habitude de Honda, mais je pense que Honda doit changer ses habitudes, et ça commence à arriver hein, avec ce partenariat avec Kalex, ce partenariat extérieur. Je poursuis avec Maverick Viñales. Bon week-end. Alors déjà, il est devant son équipier sur les 2 courses. Hein. Il profite des soucis d'Espargaro. Alors Espargaro, il a dit qu'ils avaient des soucis avec le correcteur d'assiette, que sa chute, notamment dimanche, elle était due au correcteur d'assiette. Mais dimanche, il fait une super course, Viñales. Bon, samedi, c'était un peu plus compliqué. Hein. Oui, j'ai dit qu'il finissait 2 fois devant Espargaro, j'étais bourré. Il finit derrière aussi Miguel Oliveira, mais je trouve que Maverick Viñales sur une piste, c'est pas aussi un amoureux, faut le dire, de ce circuit. Finir quatrième, c'est vraiment bien. Et ce qui fait qu'au championnat du monde pilote, Maverick, il est devant. Pour le moment, Aleix Espargaro, parce qu'Aleix Espargaro n'a pas énormément de points, et surtout il est dans le match hein, pour la première place, et pour être bien classé, parce qu'il est avec Johan Zarco, il est avec Alex Rins, c'est-à-dire qu'il a une vingtaine de points de Bezzecchi. Sauf qu'est-ce que Bezzecchi va tenir toute la saison, ça c'est une grande question. Et puis au bout d'un moment, cette Ducati va commencer à être vieillissante. C'est-à-dire qu'il n'est pas très loin de Banaya aussi. Aprilia, l'année dernière aux États-Unis, ils étaient nulle part sur ce circuit, je crois me rappeler. Hein, c'était un Grand Prix très compliqué pour eux, et Viñales était surtout en difficulté. Et surtout Viñales, il était en retrait par rapport à Aleix Espargaro très régulièrement l'année dernière. Et là, vraiment, depuis la moitié de la saison 2022, déjà sur la dernière partie de saison, où on sentait déjà qu'il concurrençait vraiment Aleix Espargaro. Et là, c'est vrai qu'il fait un très gros début de saison, hein, tout le temps quasiment dans les points, parce qu'il a été dans les points également dans les 2 premières courses sprint. En fait, il y a une seule course sprint ici à Austin où il n'a pas été dans les points, sinon il a tout le temps été dans les points, même en Argentine il n'était pas tombé, et surtout il a fait pour le moment des bons résultats, donc c'est bien ce que fait Maverick Viñales. À lui de continuer, parce qu'on sait que c'est un pilote qui marche énormément à la confiance, un peu comme Johan Zarco. C'est des pilotes qui, quand ils sont dans des spirales positives, peuvent vraiment enchaîner les très très bons résultats, et quand ils sont dans des spirales négatives, ils ont souvent du mal à s'en sortir. Et ils ont souvent du mal à réagir dans ce genre de situation. Donc ça peut être vraiment bien pour Maverick. Là, on sent que les planètes s'alignent. Et ça, c'est très intéressant pour le pilote espagnol, parce qu'on sait que c'est un pilote qui est talentueux, même si c'est un pilote qui a eu une période compliquée chez Yamaha.
Je pense que c'était 50-50, ça. C'était 50% de la faute de Yamaha, 50% de la faute de Viñales et de l'entourage aussi de Viñales, parce que l'entourage de Viñales à une époque était pas forcément l'entourage le plus intelligent des pilotes MotoGP. Et puis je termine avec la VR46. Super début de saison pour la VR46. Résultat excellent parce que les deux pilotes ont marqué des points sur les courses sprint et courses longues et qui se retrouvent à être en tête du championnat par équipe avec une marge déjà sur Pramac. On sait que la place de premier indépendant au championnat est toujours importante, c'est toujours une place courtisée. Surtout, ça pourrait donner des idées à Ducati et à d'autres équipes. C'est vrai qu'on sait qu'Yamaha cherche une équipe pour refourguer des Yamaha clients. Voilà, il y a toujours l'envie d'avoir des équipes de compétition clients. Et c'est vrai qu'on voit que cette équipe VR46, elle fait du bon boulot. Les pilotes font du bon boulot, mais les ingénieurs aussi font du bon boulot parce qu'ils arrivent parfois à rectifier le tir. Pour l'instant, ça travaille très très bien dans cette équipe. En même temps, on a des mecs d'expérience. Rossi, il avait pas mis des branquignoles à la tête de cette formation, mais c'est vrai que l'évolution de la VR46 en MotoGP est vraiment très bien. Et là, c'est vrai qu'ils font vraiment du super boulot avec la Ducati. Puis ça va peut-être donner des idées. Si un constructeur voulait se lancer aujourd'hui en MotoGP, un nouveau constructeur, je me dirais que utiliser la VR46 serait pas une mauvaise idée. Comme équipe support, on va dire. Ça serait au lieu de partir d'une feuille blanche, partir de la VR46 ou partir de Pramac, ce serait pas des mauvaises idées. Là, en termes de travail que font ces équipes depuis des années en moto Grand Prix. Eh bien, voilà, je crois qu'on a... Et puis en plus, ce qui est fort aussi avec la VR46, c'est que malgré que Bezzecchi ait été en difficulté, eh bien, ils ont quand même réussi à marquer des points. C'est-à-dire que Bezzecchi, il a couru ce Grand Prix des États-Unis comme un leader du championnat du monde qui essaye de marquer des points à chaque course, qui essaye d'être régulier à chaque course. Et ça, c'est très important et ça va donner peut-être... Je pense que la manière dont il a couru ici à Austin, ça va être repéré par certains patrons d'équipes de team officiels qui vont se dire tiens, Bezzecchi, il sait accumuler des points, il sait également conduire sans prendre de risques. Tiens, lui, on va peut-être mettre une petite croix dessus. Si on a un pilote qui n'est pas très performant ou qui ne s'adapte pas bien à notre machine, ça peut être le pilote qu'on peut récupérer, qu'on peut cocher parce que c'est un pilote fiable. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Pecco Bagnaia. Alors ça a été un petit peu la polémique de dimanche, de lundi. La polémique, ça a fait énormément parler sur les réseaux, on va dire, du côté de Bagnaia, avec cette phrase qu'il a sortie dans la presse, ce communiqué même, on peut dire, c'était presque un communiqué officiel de Bagnaia, où il dit c'est de la faute de Ducati, parce que en fait j'ai pas de feeling avec le pneu avant, je sais pas quand ça décroche parce que ma moto elle est trop stable. Il dit presque que sa moto elle est trop bien et en fait quand vous lisez le communiqué en entier vous comprenez ce qu'il a envie de dire, c'est-à-dire qu'il dit grosso modo que son train avant n'est pas assez prévenant. Voilà, c'est le terme à utiliser, c'est-à-dire que le train avant ne l'indique pas assez quand il est en limite d'adhérence, c'est trop flou à ce niveau-là, mais la manière dont il l'a dit, la manière dont il l'a, dont il a donné, dont il a décidé de parler, c'est une catastrophe de communication. C'est-à-dire de dire que sa moto est trop stable, non, tu dis pas de cette manière-là. Et ce qui fait qu'il a dû rétro-pédaler aujourd'hui. Je pense que Ducati lui a demandé de rétro-pédaler fortement. Parce que je pense qu'ils se sont dit eh, Coco t'arrêtes de raconter des conneries, ça va 5 minutes, comment dire qu'une moto est trop bien. Et puis sur les réseaux il s'est fait allumer, certains lui disaient t'as qu'à aller chez Yamaha, tu verras une mauvaise moto, t'as qu'à aller chez Honda, tu verras ce que c'est d'avoir une mauvaise moto, ou tu devrais récupérer la Ducati de 2015, de 2014 qui était une bouse. Mais c'est vrai que Bagnaia, ça fait 2 courses où il perd l'avant sans qu'on comprenne pourquoi. Là, il y a un vrai sujet là-dessus. Parce que c'est vrai que là, ici, à Austin, quand tu regardes un petit peu, il est légèrement décalé au niveau de la trajectoire, mais c'est pas
c'est pas non plus, il est pas à 3 mètres de la trajectoire idéale. Et il perd l'avant vraiment subitement, parce qu'il perd l'avant dès qu'il inscrit la moto sur l'angle, il la perd. C'est même pas en milieu de virage, c'est vraiment dès qu'il commence à l'inscrire sur le flanc, bam, il perd tout de suite l'adhérence. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus du côté de chez Ducati. Il y a peut-être aussi un problème, c'est que il n'a pas le retour de son équipier non plus, parce que Bastianini, il est absent depuis 2 Grands Prix. On espère qu'il va revenir à Jerez. Là, il était du voyage. Hein. C'est juste que bon, il ne se sentait pas de rouler sur la moto. Hein. Très clairement, il a fait le voyage, mais il n'avait pas encore suffisamment récupéré. Il lui manquait quelques jours. Donc normalement, sur la prochaine course, ça devrait le faire. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc, parce que la manière dont il perd sa machine en Argentine, où on aurait pu se dire c'est de la déconcentration, ok, lui il a dit c'est un peu de ma faute, mais il perd quand même l'avant très rapidement. Là, il dit, moi j'ai pas compris ce qui s'est passé, hein, grosso modo, c'est ça qu'il dit. Il dit l'avant part, moi je peux rien faire, c'est-à-dire que je comprends pas pourquoi ça part aussi facilement. Ça montre que cette Ducati, elle est pas parfaite, et je vais revenir à ce que je disais sur Johann Zarco auparavant, où je disais on a l'impression qu'il n'est pas totalement à l'aise avec sa machine. Bagnaia, même s'il va vite, même s'il enchaîne les tours, qu'il a l'air d'être régulier, il y a des moments, il y a des trucs qui se passent avec cette moto qu'il ne comprend pas. Et bon, on voit aussi les chutes de Jorge Martin. C'est des chutes de l'avant, hein, c'est pas des Aissad qui fait Jorge Martin non plus sur le week-end. Donc cette Ducati, elle n'est pas si facile que ça à piloter. Elle est très rapide, c'est la meilleure moto du plateau, mais elle est quand même un petit peu exigeante en termes de pilotage, notamment au niveau de ce train avant. Donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Et puis ça fait quand même 47 points de perdu en 2 Grands Prix. Ça fait beaucoup. Surtout quand on a une moto comme ça qui est aussi dominatrice. Il y a des adversaires qui vont rattraper leur retard. Et c'est bien de marquer des points tant qu'on est dominateur. Parce que une saison de moto, c'est long. Là, cette année, c'est 42 courses. C'est-à-dire qu'au bout de 25 courses, la hiérarchie peut être différente de ce qu'on a aujourd'hui. Yamaha peut peut-être rattraper son retard. Honda peut peut-être rendre sa moto plus facile d'utilisation. KTM va peut-être être la grande surprise de cette année. Aprilia peut peut-être vraiment menacer Ducati. Donc tant que tu domines, je pense qu'il faut plutôt marquer des points. Et en plus, il a de la chance et qu'il ne se blesse pas sur ces 2 chutes. Mais il ne faudrait pas que ça lui arrive et qu'il se blesse. Parce que ça aurait été encore le pire sur ce week-end de course. On continue avec Raúl Fernandez. C'est quand même terrible pour ce pilote, Raúl Fernandez. Déjà l'année dernière, la saison n'est pas bonne pour Raúl Fernandez. C'est-à-dire que la saison n'est vraiment pas très réussie pour le pilote. Et là, le début de saison, il est quand même catastrophique. Des pilotes qui ont été titulaires sur les 3 premiers Grands Prix, c'est le pilote qui a marqué le moins de points. C'est-à-dire qu'en 6 courses, avec les courses sprint, il a marqué 2 points. C'est-à-dire c'est le pilote qui a le moins marqué de points. Là, ce week-end, c'était catastrophique. Et c'est quand même assez surprenant d'un pilote qui a été vraiment très fort en championnat du monde. Parce que il a fait vraiment des très très bonnes saisons dans sa carrière, mais on s'aperçoit quand même aussi que c'est un pilote, et je pense que c'est ça le problème, qui a peu d'expérience en Grand Prix, parce qu'il a commencé en Moto 3 chez KTM, où il fait une saison complète chez KTM, mais où il finit seulement 21e du championnat Moto 3 avec 60 points, donc ce n'était pas énorme, avec pas mal d'abandons aussi, donc pas mal de courses non finies, hein. Il y a 6 abandons sur sa saison. La saison qui lui permet de finir 4e, quand tu regardes de plus près, c'est vraiment sur la fin de saison où il a des top résultats, parce que sur la première partie de saison, il accroche pas les podiums non plus, hein. Ce qui fait qu'il a seulement 2 victoires et 4 podiums en Moto 3, en Moto Grand Prix. Et ensuite, en Moto 2, il finit 2e du championnat, ce qui lui permet tout de suite d'accéder à la Moto Grand Prix. Mais en fait, il accède à la Moto Grand Prix au bout de seulement 4 saisons en MotoGP, avec une saison 2020 où je rappelle qu'on n'avait pas fait tous les circuits, hein, il y avait beaucoup de doublons, notamment l'Autriche, le Saint-Marin aussi.
Donc c'est Valence aussi qui était un doublon. L'Espagne, enfin Jerez, c'était aussi un Grand Prix doublon. Donc c'est quand même voilà, je pense qu'il a pas assez d'expérience sur certains circuits du championnat et on voit que sur ces circuits de début de saison, bah, c'est ce qui lui manque un petit peu, c'est de l'expérience sur ce type de piste. Et c'est là où ça devient un petit peu le problème parce qu'au final, le circuit des États-Unis, il l'a fait l'année dernière en MotoGP et en Moto 2. Et en Moto Si, en Moto 3, il avait fini aussi. Mais il l'a pas fait tant de fois. C'est un pilote qui est resté très longtemps en championnat d'Europe, où il a été champion d'Europe en 2018, mais il était resté assez longtemps en championnat d'Europe parce que chez Mahindra, ça s'était très mal passé. Normalement, il aurait dû monter en MotoGP en Moto 3 dès 2018. Mais le problème, c'est que son année 2017 chez Mahindra, ça a été une catastrophe. Et on sent que c'est un pilote qui manque vraiment d'expérience. Donc c'est un travail qu'il doit vraiment faire là dans les années à venir. C'est vraiment trouver de la régularité et trouver du niveau de performance. Parce que là, c'est quand même un petit peu compliqué pour le moment. En termes de résultats. Et en MotoGP, tu peux très vite passer de super pilote à pilote un peu merdique. Et j'ai peur que ça lui arrive parce que je suis pas sûr qu'on lui fasse confiance encore 6 mois. Hein. Là, c'est vrai qu'en termes de performance chez RNF, c'est vraiment difficile. Et puis en plus, il a pas de chance, c'est que Miguel Oliveira s'en sort bien. Donc, mais on s'attendait à vraiment mieux de la part de Raúl Fernandez. Et pour le moment, c'est très très compliqué pour le pilote Aprilia. RNF. Jorge Martin. Bah, ce week-end, on comprend pourquoi il n'a pas été pris par Ducati pour l'équipe officielle. Comprend totalement. C'est un pilote qui est super rapide, mais qui fait beaucoup trop d'erreurs sur un week-end de course. Il a fracassé 3 motos, quand même, ce week-end. C'est beaucoup, 3 motos. Donc c'est un vrai problème pour Jorge Martin. Et par rapport à Bastianini, à un Bezzecchi par exemple, même, hein, j'en parlais, c'est un pilote qui n'est pas assez fiable. Or en MotoGP, il faut être fiable. Encore plus maintenant avec les courses sprint, il faut être quand même régulier. On le voit avec certains pilotes qui sont très réguliers depuis le début de saison et qui sont en tête du championnat du monde. C'est un vrai problème pour Jorge Martin. Et en plus, ça fait déjà 2 abandons sur les courses longues. C'est déjà un pilote qui a souvent du mal à tenir ses pneus en fin de Grand Prix. Et on s'aperçoit surtout qu'en 3 ans, en MotoGP, eh bien, toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours la même erreur. C'est toujours ce surplus d'attaque, plutôt, de la part de Jorge Martin. Il attaque beaucoup trop en course, il prend beaucoup trop de risques aussi dans ses dépassements, et forcément à des moments ça passe pas, parce que ça peut passer 1 fois, 2 fois, mais quand tu prends autant de risques dans un Grand Prix, ça peut pas le faire sur 25 tours. Et là on l'a vu, hein, c'est un peu attaque kamikaze quand même, là où il essaye de passer, c'est quand même compliqué. Face à Alex Marquez, je pense qu'il va se prendre une pénalité sur le prochain Grand Prix, hein, ça c'est quasiment sûr, Jorge Martin. Mais c'est dommage, quoi, parce que c'est un pilote qui lui aussi était super prometteur, mais il n'a pas réussi à régler ce problème. C'était déjà un problème qu'il avait dans les catégories Moto 2, Moto 3. Hein. C'était un pilote qui était un peu trop foufou, on va dire. Et en MotoGP, bah, il n'a pas réglé le problème, sauf qu'en MotoGP, on attend des pilotes fiables. On attend des pilotes qui soient réguliers. Et je comprends totalement pourquoi. Lui, il n'avait pas compris pourquoi Ducati ne l'avait pas pris. Moi, je comprends totalement. Il n'est pas suffisamment fiable. Et c'est un vrai problème pour ce pilote. Donc, il faut vraiment trouver des solutions maintenant. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. C'est un bon pilote, mais qui n'est pas assez fiable. Voilà, qui n'est pas assez fiable. Il fait trop d'abandon. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir vraiment qu'il travaille. Parce que sur ces saisons en MotoGP, bah oui, 4 abandons en 2021, 4 plus une chute, 5 abandons plus une chute où il était reparti en 2022. Là, il y a déjà 2 chutes. Bah, va falloir se calmer un petit peu. Et on voit que c'est toujours sur les débuts de saison hein, qui fait le plus de chutes. C'est vraiment des courses où il a toujours du mal à s'en sortir, donc c'est dommage. Mais là, il va falloir vraiment trouver des solutions au bout d'un moment parce que sinon ça va être très très très
compliqué. En plus, c'est un pilote qui sait être fiable parce que en 2014, sur son année de Red Bull Rookies Cup, il y a un seul abandon et un seul autre résultat en dehors du top 10. Donc c'est un pilote qui sait faire. Bon, le problème c'est qu'aujourd'hui, il ne le fait pas suffisamment bien et ça c'est un petit peu dommageable. Et puis, on termine avec Joan Mir. Du côté de Joan Mir, le pilote Honda, comme je disais avec Rins, c'est-à-dire qu'on est sur un pilote qui a un manque de rythme avec cette Honda. Il n'arrive pas pour le moment à s'adapter. Et ça, c'est un vrai problème pour Joan Mir parce que on voit que Rins a réussi à trouver la solution. Alors, on va voir s'il va réussir à refaire un week-end comme ça sur d'autres courses, mais du côté de Joan Mir, pour le moment, c'est très compliqué et ça va peut-être un moment poser un problème. Est-ce qu'on ne va pas intervertir Mir et Rins? Alors, je ne sais pas si c'est possible au niveau des contrats, mais c'est vrai que Mir, c'est quand même pas un début de saison facile. Alors, il savait que la tâche serait difficile avec la Honda, mais c'est quand même très compliqué ce début de saison. Il y a quand même beaucoup de chutes. Ça aurait été bien qu'il soit quand même un minimum fiable, on va dire, en termes de pilotage. Et on sent qu'il n'a pas trouvé la solution pour le moment avec cette machine et qu'il est souvent obligé de surpiloter pour être rapide. Donc il va falloir trouver également du rythme pour Joan Mir. Parce que là encore, si Rins arrive vraiment à être performant là sur les prochaines courses, et peut-être que cet été, on va se dire, tiens, Mir, tu passes chez LCR et puis Rins, il va chez Honda parce qu'on a besoin de points et parce qu'on ne peut pas se contenter d'être dernier du championnat par équipe et dernier du championnat constructeur. Enfin, ils sont peut-être plus derniers du championnat constructeur, ça, j'ai pas vérifié. Tiens, en parlant de championnat, on va regarder les différents classements du côté de la moto Grand Prix. Alors, je repasse à mes différents classements. Le classement pilote, pour le moment, c'est Marco Bezzecchi qui est en tête avec 64 points, c'est-à-dire 11 points d'avance sur Francesco Pecco Bagnaia. On retrouve ensuite Alex Rins, Viñales, Zarco dans un peloton. Luca Marini 6e, Fabio Quartararo est 7e, Alex Marquez 8, Brad Binder 9, Franco Morbidelli 10. Parmi les pilotes en difficulté, Alex Espargaro qui a peu marqué de points, 13e seulement. On a également Nakagami qui est en difficulté, et puis comme on le disait, Joan Mir seulement 19e, et Raúl Fernandez 22e. Là c'est vraiment la débandade, et au final Jonas Folger est 21e avec 4 points marqués, donc c'est pas le dernier du championnat du monde pour le moment. Du côté du championnat constructeur, c'est Ducati qui est en tête avec 103 points devant Honda, mais le match est très serré entre Honda, Aprilia, KTM, Yamaha, parce que tous ces 4 constructeurs se tiennent en seulement 11 points, donc ça va être très très intéressant pour la suite, cette deuxième place du championnat constructeur, puisque Ducati, le fait d'avoir 8 machines, c'est un petit peu un problème quand même dans ce championnat constructeur. Et puis du côté du championnat par équipe, c'est la VR46 qui est en tête avec 102 points, c'est-à-dire 29 points d'avance par rapport à Pramac. Aprilia est 3e. On retrouve Yamaha également à égalité avec Aprilia. Ducati, le team officiel, donc seulement 5e avec ses multiples abandons. On retrouve ensuite KTM, LCR Honda, Gresini, RNF, Gaz. Et donc la dernière équipe, c'est le team officiel Honda avec seulement 12 points marqués en 6 rendez-vous. Prochain Grand Prix, ça sera le Grand Prix d'Espagne sur le circuit des Jerez de la Frontera. Ça sera le 30 avril, donc je crois que ça sera un double week-end également avec la Formule 1, donc ça sera dans 15 jours. Et bien d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!